Des crimes non résolus, des similitudes, des experts du bureau qui travaillent ensemble dans un sous-sol du FBI, c'est ainsi que naît le BSU dans les années 70, l'unité de sciences comportementales du bureau, autrement connue sous le terme de profiling. Et le résultat fait froid dans le dos. Il existe des centaines de tueurs en série, et le plus terrifiant, c'est qu'ils peuvent très bien habiter à côté de chez vous. Nul plus que le film Le silence des agneaux n'a autant popularisé ce que l'on appelle les serial killers. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. Aux États-Unis, chaque État possède sa police, ses propres lois, ainsi qu'un système judiciaire autonome. Tous ces États doivent également respecter la Constitution américaine, et c'est le rôle du département de la justice à Washington d'y veiller. Son bras armé est le Bureau d'enquête fédéral, le FBI, et ses 12 600 agents spéciaux. Voici leurs histoires. Pendant plusieurs années, j'ai fait partie d'une brigade criminelle affectée aux affaires non élucidées qui dépendait à la fois du FBI et de la police métropolitaine de Washington. On était chargé d'examiner les homicides non résolus à Washington. Une mère âgée de 35 ans et son fils de 2 ans et demi. Cette affaire me hante toujours aujourd'hui parce qu'on a la conviction d'avoir exploré toutes les pistes qui se sont présentées sans avoir réussi à nous rapprocher d'un pouce d'une inculpation. Et ça fait presque 12 ans aujourd'hui. Au printemps 96, un homme pêchait en barque sur ce lac. Il commençait à faire bon, pas mal de gens se promenaient. Quelque chose a attiré l'attention du pêcheur. C'était une grosse poubelle, un grand bac poubelle qui flottait dans l'eau. Il a donné quelques coups de rame pour aller le voir de plus près, et c'est là qu'il a découvert le corps et qu'il a appelé la police. La police m'a appelé immédiatement et je me suis rendu sur les lieux. On a sorti la poubelle de l'eau pour faire une analyse médico-légale et ils étaient là tous les deux. Et il est tout à fait possible, même si on ne peut pas en être certain, qu'ils aient été jetés à l'eau alors qu'ils étaient encore en vie. Au moment des faits, cette clôture n'existait pas. Donc de la route, on avait accès au lac tout le long du rivage. Les corps ont probablement été jetés à l'eau d'ici. 2 personnes ont dû suffire, vous voyez. Il s'est passé un truc particulier dans cette affaire qui a poussé les criminels à se débarrasser des corps. Il est difficile d'imaginer une façon plus inhumaine de faire ça. Ils les ont placés face à face dans une poubelle et ils les ont balancés dans un lac glacial en plein milieu de la nuit. Ces types-là ont décidé que c'était la meilleure chose à faire pour effacer leurs traces. On est forcé de se demander quel genre de personne est capable de faire ça. Pour moi, l'homme est un animal. C'est le prédateur le plus dangereux sur Terre. Je n'ai aucune confiance dans les êtres humains. Je sais ce qu'ils sont capables de faire, tous sans exception. Je peux m'asseoir à la même table qu'un assassin. Je peux serrer une main qui étranglerait mon fils si elle en avait l'occasion. Je peux taper dans le dos d'un homme qui tuerait ma femme s'il le pouvait.
Mais on met tout ça de côté pour le bien de l'humanité, parce qu'on essaie d'apprendre. Et pour pouvoir apprendre, il faut faire des compromis. Mais faire des compromis ne veut pas dire se soumettre. À la base de Quantico, en Virginie, l'école du FBI, on forme et on mène des recherches. Et ces recherches sont en permanence nourries par l'expérience. C'est ici qu'est basé le BSU, l'unité des sciences comportementales, célèbre dans le monde entier. Le BSU doit son existence à un ancien moniteur de tir, Howard Tetton. Ils songeaient à me faire revenir à Quantico comme moniteur de tir. Et pendant tout ce temps, je développais mon profilage, ce que j'appelais à cette époque criminologie appliquée. Le terme de profilage ne m'était pas venu à l'esprit. Pour moi, c'était de la criminologie appliquée. Je collectais des données, je parlais à des psychiatres pour voir si mes suppositions sur des individus et sur leur comportement étaient exactes. Par exemple, comment se comporte quelqu'un qui souffre de troubles mentaux donnés? Quel type d'emploi est-ce qu'il occuperait? Est-ce qu'il serait marié? Est-ce qu'il serait jeune? Vieux? Est-ce qu'il serait de telle ou telle origine ethnique? Voilà, ce genre de choses. C'est le type de données que je rassemblais. Les travaux de Howard Tetton prennent toute leur importance à la fin des années 60, lorsque Albert DiSalvo, surnommé l'étrangleur de Boston, va faire la une des journaux. From a long-range point of view, do you think Albert DiSalvo can be cured? I have no idea. They haven't even cracked the ice on the problem, let alone put their hands in the water. À l'époque, DiSalvo a finalement été appréhendé grâce au profil psychologique établi par l'éminent Dr. Brussels. Le docteur Brussels était profiler. Il avait travaillé sur de nombreuses affaires. Il avait notamment établi le profil de l'étrangleur de Boston. C'était quelqu'un de merveilleux, un personnage haut en couleur. Je suis allé le voir et on a discuté. Je lui ai dit que le FBI était prêt à le rémunérer s'il voulait bien nous consacrer un peu de son temps, juste pour que je puisse converser avec lui. Il m'a répondu « Mes tarifs sont trop élevés, vous n'avez pas les moyens. Mais je suis patriote, donc je le ferai gratuitement. » J'ai appris que Howard travaillait sur quelque chose qui s'appelait le profilage psychologique, comme on disait à l'époque. J'ai été le voir et je lui ai dit, si je comprends bien, vous faites du profilage psychologique. Il a fait, oui. Alors j'ai dit, eh bien, j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Il a fait, pourquoi? Howard ne gaspille pas sa salive. Je lui ai expliqué que je m'intéressais à ce processus et que ça me serait utile dans la formation que je donnais. Il a fait « Asseyez-vous ». On faisait 2 formations à l'Académie nationale. Le programme s'adressait à des policiers, en général dégradés, avec une quinzaine d'années d'expérience en moyenne. Ils venaient ici, suivant notre enseignement, et ils passaient de 8 à 11 semaines ici. On leur disait « Si vous voulez suivre les cours de criminologie appliquée, amenez des crimes non élucidés, des old dogs, comme on disait à l'époque, des vieux clébards. Aujourd'hui, on appelle ça des cold cases, mais à l'époque, c'était des old dogs. Donc ils se pointaient avec leur dossier, et on leur montrait comment faire du profilage à partir d'une ou plusieurs de leurs affaires. Il arrivait même qu'on réussisse à résoudre une affaire. Ils appelaient leurs unités en disant « Fais ci, fais ça. Je me souviens qu'on a interrogé un type dans ce genre-là. » Eh oui, on a résolu quelques affaires comme ça.
Each of the special agents of the Federal Bureau of Investigation must be ready and capable to meet any challenge. The security of our nation or the life of a loved one may depend upon him. Hoover et la psychologie, on n'était pas sûr que ça fasse très bon ménage. Il était plutôt de la vieille école. On ramasse les indices et on envoie les gens en tôle. La psychologie était vue comme une sorte de pseudo-science douce qui n'avait rien à voir avec le travail de police. Alors qu'en réalité, beaucoup d'entre nous pensaient que c'était un domaine inexploré qui offrait d'immenses possibilités pour mieux comprendre l'esprit des criminels. Les sciences comportementales possèdent la capacité de nous aider à mieux comprendre le comportement des criminels. Le fait de commettre un crime n'est pas fondamentalement différent d'autres tâches complexes que nous accomplissons dans la vie de tous les jours. C'est une série de décisions qui sont prises par le criminel. Donc, ce qu'on faisait dans l'approche comportementale, c'était d'inspecter la scène du crime et examiner les éléments que l'assassin a laissés derrière lui, qui indiquent les choix qu'il a faits. Ce que l'on fait concrètement au quotidien, c'est de l'analyse de crime et de scène de crime. Ça débouche sur deux choses. Une stratégie d'enquête, comment on va enquêter sur une affaire donnée, et une stratégie d'interrogatoire, comment on va interroger un suspect potentiel sur une affaire donnée. En d'autres termes, si vous enquêtez sur une affaire et que vous me demandez de faire un profilage, je peux vous dire, eh bien c'est un homme, blanc, qui a la trentaine, qui a tel type de passé criminel, qui vient de tel type de milieu, etc. Votre réaction devrait être « c'est très bien tout ça, mais comment est-ce que je peux le capturer ?» La chose la plus précieuse qui puisse émerger d'un profil, c'est une stratégie d'enquête ou une stratégie d'interrogatoire. Un profil n'est pas une fin en soi, c'est le moyen d'arriver à une fin. Now, I know this sounds rather crude. Je sais que ce que je dis est un peu cru, mais quand on examine un corps pendant un profilage, on a devant soi un bout de viande qui peut contenir des indices. On ne pense plus au corps en tant que personne, parce que si on fait ça, on est prisonnier de toutes sortes d'a priori. On est révulsé par la mort, on est écœuré par le sang. Mais si on réussit à mettre ça de côté, alors on est devant un morceau de viande qui peut contenir ou qui peut être entouré de toutes sortes d'indices. Une série de meurtres d'enfants à Atlanta va être l'occasion de mettre à l'épreuve cette nouvelle science du FBI. Les meurtres ont commencé à l'automne 1980, en septembre-octobre. La police d'Atlanta a remarqué une constante. Ça touchait des jeunes garçons noirs de 6 à 12, 14 ans. De jeunes garçons. Ils disparaissaient et on les retrouvait morts. Maynard Jackson, le maire d'Atlanta, a été voir le ministre de la Justice de l'époque, Griffin Bell, et lui a demandé l'aide du FBI sur cette affaire, sur l'affaire du tueur d'enfants d'Atlanta. John Glover était l'agent du FBI sur place. Sa première affectation avait été à la tête du bureau de Milwaukee, où il était devenu le premier Afro-Américain à diriger une division régionale. Après Milwaukee, il a été transféré dans une division plus importante, celle d'Atlanta. Donc quand je suis sortie de formation au printemps 1980, M. Glover venait de prendre son poste. Et c'est le genre d'homme que n'importe quel agent aurait envie d'avoir pour supérieur. Maynard Jackson, le maire d'Atlanta à l'époque, était le premier maire afro-américain d'une grande ville du sud des États-Unis. Le préfet de police était Lee Brown, un afro-américain, et le divisionnaire, George Anapa, un autre afro-américain. Donc on était vraiment dans une situation politique hors du commun. À Atlanta, il y avait un establishment politique noir et une banlieue blanche. Beaucoup de parents de victimes critiquaient la hiérarchie politique et la hiérarchie policière. Je sais que Maynard Jackson vivait ça très mal, parce qu'il se considérait comme l'élu des classes populaires, et les classes populaires s'en prenaient à lui.
le critiquait parce que cette affaire tardait à être résolue. On a inspecté tous les quartiers d'où venaient les enfants. Je me revois sur la banquette arrière d'une voiture à patrouiller dans les rues en compagnie de 3 policiers noirs. On a tourné dans la rue où habitait un des enfants assassinés. Et c'est comme si tout s'était arrêté. Tout le monde s'est figé. Les gens ont cessé d'arroser les plates-bandes, de tondre leur pelouse, de laver leur voiture. Et j'ai demandé à un policier, qu'est-ce qui se passe? Il m'a répondu, il y a un blanc dans la rue. Et il parlait de moi. J'étais le seul blanc dans la rue. À partir de ce moment-là, j'ai su que ça ne pouvait pas être un blanc qui était allé enlever des gamins dans ce genre de quartier. C'était forcément un noir. Pas mal de gens pensaient que c'était un agitateur blanc, appartenant à un groupe raciste, qui déversait sa haine des Noirs sur des enfants. Mais notre équipe de sciences comportementales était formée à prendre en compte objectivement les éléments sur la scène du crime, à examiner ce qui s'y trouve et ce qui est arrivé à la victime. Et ils ont déclaré plusieurs fois, à moi et à l'agence, que d'après leurs conclusions, ce n'était pas le genre de type que l'on cherchait. On cherchait un homme de race noire qui avait fait des études et dont les parents avaient fait des études. Bien sûr, c'est le résultat d'une longue analyse. Il a entre 20 et 30 ans et il s'exprime avec facilité. Il est très intelligent. Les gosses n'ont pas été véritablement kidnappés. Il les a manipulés, il les a convaincus de le suivre. Certains de ces gosses étaient des petits débrouillards, des gosses de la rue. Ils connaissaient la réalité de la rue. Ce n'étaient pas des victimes naïves qui sortaient droit du catéchisme. Ils n'étaient pas nés de la dernière pluie. Pour tromper un gosse comme ça, il faut connaître le monde de la rue aussi. Avec ce profil en tête, ils trouvent vite leur tueur. La technique de Wayne Williams était de repérer un gamin dans la rue ou sur un terrain de jeu et de l'aborder en lui proposant de venir passer une audition pour une comédie musicale. Il se faisait passer pour un dénicheur de jeunes talents qui travaillait dans une maison de disques. Et je suis sûre que la plupart des gosses se disaient « Quelle chance incroyable! Je vais devenir une superstar et je vais faire des disques et passer à la radio. » Williams est mis en garde à vue, mais il est relâché, faute de preuves. Il s'est avéré que Wayne Williams était extrêmement intelligent. Il avait un QI très élevé, c'était un homme noir qui habitait chez ses parents, et c'était un solitaire. Il correspondait parfaitement au profil. Mais la toute nouvelle chaîne d'infos en continu, CNN, qui suit pas à pas l'affaire, va changer le cours de l'enquête. Grâce aux informations diffusées par CNN, Wayne Williams, en liberté surveillée, change son modus operandi. Ce genre d'individu suit les affaires dans les médias et tient compte de ce qu'annoncent les médias. Je vais vous donner un exemple. Les corps ont été abandonnés dans la rue, dans les bois, dans ce genre d'endroits, jusqu'à ce que les médias révèlent qu'on retrouvait des poils et des fibres textiles sur les corps. À partir de ce moment-là, on a retrouvé des corps dans des cours d'eau. Il était évident que le tueur utilisait l'eau des rivières pour nettoyer les corps des poils et des fibres qui s'y trouvaient. Ça nous a compliqué la tâche. L'affaire est finalement arrivée à son terme parce qu'on pensait que le coupable jetait les gosses du haut d'un pont. Les 3 victimes précédentes avaient été retrouvées dans la Chattahoochee River ou dans la South River. On avait décidé de surveiller 17 ponts d'Atlanta pendant 30 nuits. Et la 29e nuit, on a interpellé Wayne Williams sur un pont. C'était vraiment une affaire fascinante.
Pour CNN et le FBI, l'affaire Williams est résolue, mais pour certaines des victimes, il n'y aura jamais de justice. Tous les meurtres ne pouvaient pas être attribués à Wayne Williams. Le tueur en série était bien Wayne Williams, mais d'autres gosses avaient été tués par leurs parents ou par d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, Williams a été condamné pour les meurtres que l'on est sûr qu'il a commis. Les crimes en série ont d'abord été motivés par la passion, par la violence, puis plus récemment par un désir de contrôle. Parce que le tueur décide non seulement du moment où la victime meurt, mais aussi de ce qui fera les gros titres de la presse le lendemain matin ou de ce qui ouvrira le journal télévisé. Malgré des succès comme Atlanta, le profiling a du mal à être pris au sérieux au sein du FBI. Le problème, c'était de réussir à obtenir les ressources, les financements et l'autorisation de faire un certain nombre de choses que le FBI n'avait jamais faites auparavant. Comme faire de la recherche, aller dans les prisons pour mener des entretiens avec des tueurs et des violeurs en série. On voulait laisser de côté notre boulot de formation. Ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur de vraies affaires, de mettre les mains dans le cambouis. Dans les enquêtes criminelles, nos virus, nos bactéries ne sont pas dans des éprouvettes ou entre deux lames de verre. Ils sont dans ce qu'on appelle le cimetière des vivants, le couloir de la mort. Mais il fallait de la ténacité, une méthodologie et surtout du courage. Les membres de l'unité des sciences comportementales voulaient faire des entretiens. Ils voulaient aller dans les prisons et demander « Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette victime en particulier? Comment est-ce qu'une seule personne peut réussir à contrôler deux victimes à la fois ou même davantage? Est-ce que vous étiez dans la foule des badauds lorsque le corps a été découvert? Est-ce que vous êtes revenu sur les lieux du crime ?» C'était important, parce que ça nous ouvrait des perspectives. En voyant un crime, on pouvait dire « Ça, je crois que c'est le genre de type qui pourrait bien retourner sur les lieux du crime. » Ça ouvre des possibilités infinies pour une enquête, vous savez. John Douglas, Bob Rosler et moi-même, on s'est rendus à Boston, dans le Massachusetts, pour y rencontrer le docteur Anne Burgess. Elle dirigeait un service de psychiatrie à l'époque. On a passé 2 ou 3 jours chez elle à développer un protocole d'entretien, un questionnaire pour les tueurs en série. C'était le tout premier questionnaire jamais conçu pour des tueurs en série. Rustler, je me rappelle d'un tueur en série qui pesait 150 kilos, incarcéré à la prison d'Atascadero, en Californie. Il avait un QI très élevé et il était extrêmement intelligent. C'était une vraie armoire à glace. J'ai eu l'impression que Rustler lui avait dit un truc qui l'avait mis en colère. Rustler était seul dans la pièce avec lui. Peut-être que son collègue était sorti à un moment. Et ce balèze emprisonné pour avoir assassiné plusieurs personnes s'est penché en avant et il a fait « Je pourrais vous tuer là, maintenant ». En 1981, grâce à un événement, cette science va enfin gagner ses lettres de noblesse, aux yeux du FBI et du monde. Après que John W. Hinckley ait tenté d'assassiner le président Reagan, on a reçu un coup de fil du bureau de Washington. On leur a dit qu'on ne voulait pas les déranger dans leur enquête, mais que Bob Rustler avait mené des entretiens avec presque tous les assassins du même type détenus dans les prisons américaines. Il en savait donc énormément sur la personnalité de ces assassins et il pouvait donc être très utile à l'enquête. Bob leur a parlé du genre d'éléments qu'ils étaient susceptibles de trouver s'ils allaient dans la planque temporaire qu'occupait Hinckley ou chez lui, dans le Colorado. Il leur a cité 10 ou 12 éléments.
Par exemple, un journal intime, un plan d'action mis par écrit, des photos de Hinckley avec ses armes, ou des photos prises à Washington. Et ils ont effectivement trouvé chacun des 12 éléments mentionnés par Bob Rössler. Ils ont trouvé une photo de John W. Hinckley devant le Ford Museum, anciennement le Ford Theater, qui est l'endroit où le président Abraham Lincoln a été assassiné. Hinckley voulait une photo de lui-même devant cet endroit parce que lui aussi comptait bien devenir un assassin célèbre. C'est après ce genre d'affaires que le FBI a commencé à se dire qu'on représentait un atout, qu'on pouvait être utile dans les affaires que traitait le bureau. Dans les papiers de John Hinckley, le FBI a découvert une lettre d'amour adressée à Jodie Foster, la toute jeune star du film Taxi Driver. La tentative d'assassinat contre Ronald Reagan est en fait une preuve d'amour. Bien des années plus tard, Jodie Foster allait jouer un rôle capital dans l'évolution du BSU. Le silence des agneaux est mon film préféré, et de loin. Après avoir vu ce film, j'ai changé l'orientation de mes études. J'ai décidé de changer de carrière et de devenir agent du FBI. Des milliers de jeunes filles allaient se découvrir un modèle et une vocation. Quand on a tous prêté serment, j'ai vraiment été submergée par l'émotion. J'allais travailler pour la meilleure agence de maintien de l'ordre du monde. On ne peut pas faire mieux que le FBI. Avant ce film, le grand public ne connaissait rien du travail des agents sur le terrain ou à l'académie. Après le film, tout a changé. Les gens savaient. On a essayé de faire comprendre aux producteurs que le personnage de Jodie Foster, qui est une jeune agent en formation et qui n'a même pas terminé sa formation de base, ne serait jamais envoyée seule en mission. On a une période d'essai de 2 ans. Pendant ces 2 ans, on est en permanence avec un autre agent qui contribue à nous former avant qu'on soit lâchés seuls dans la nature. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? On a passé quelques semaines à l'unité comportementale. Ils nous ont parlé de tous les types de troubles, de pathologies psychologiques que l'on peut rencontrer. La chose principale qu'on en retire, c'est comment interroger certaines personnes, comment mieux les comprendre, pour les aborder de la meilleure façon possible. Jodie Foster a passé pas mal de temps au Centre national d'analyse des crimes violents. Nous voulions qu'elle voie quelques photos de scènes de crime et qu'elle fasse l'expérience du stress que ce travail peut procurer. Elle était très intéressée par la relation que j'avais développée avec Theodore Bundy, le tueur en série. Je dis « je », mais j'étais juste le représentant du FBI à ce moment-là. Et j'ai eu la chance que les choses se passent bien. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'on développe une vraie proximité avec le tueur. Ted Bundy a dit à sa mère que j'étais son meilleur ami. Et il avait raison en un sens, parce que je suis devenu son seul lien avec le reste du monde. J'avais un fils de l'âge de sa fille. On avait pratiquement le même âge. On avait tous les deux étudié la psychologie. On avait beaucoup de choses en commun. Il a très souvent dit qu'il aurait pu se trouver à ma place de l'autre côté de la table. Il m'a même avoué qu'il avait songé à devenir agent du FBI, mais qu'il avait laissé la partie maléfique de lui-même prendre le dessus et qu'il était devenu un tueur en série. Mais il disait aussi que c'était lui qui m'apprenait des choses, et c'était flatteur pour son ego. Ce qui est fascinant, c'est que lui et moi, on se retrouvait souvent à penser de la même manière. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of 2 co-eds. This court, independent of, but in agreement with,
The advisory sentence rendered by the jury does hereby impose the death penalty upon the defendant Theodore Robert Bundy. Ted Bundy était un être humain très complexe, qui avait suivi des cours dans 4 ou 5 universités différentes, qui avait un diplôme en psychologie, qui faisait des études de droit. Il était brillant, séduisant, il venait d'une très bonne famille. J'ai passé des heures avec sa mère, avec son beau-père, avec ses frères et sœurs, pour tenter de mieux le connaître. La nuit qui a précédé sa mort, Ted m'a avoué qu'il avait tué au moins 30 femmes. Mais il a aussi laissé entendre que ce nombre était beaucoup plus élevé. The mother of Theodore Bundy came to court today to plead for her son's life. Ted being the oldest, and you might say my pride and joy. Our relationship was always very special. My Christian upbringing tells me that to take another's life under any circumstances is wrong. And I don't believe the state of Florida is above the laws of God. Quand on étudie certains types de criminels et qu'on arrive à les comprendre, on peut parfois atteindre un stade que les psychologues appellent un crossover. C'est-à-dire que l'on est capable de prévoir avec pas mal d'exactitude ce que le criminel va faire. On n'est pas des devins. On arrive simplement à utiliser au mieux tout ce qu'on a appris pendant nos recherches et pendant notre formation. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Bundy says he'll appeal. Meanwhile, he has been ordered to the state prison to await setting of the date of his execution in the electric chair. Ed Brable, CBS News, Miami. Bundy a dit à Hegmaier qu'il divulguerait des informations sur d'autres jeunes filles qu'il avait assassinées si on lui promettait qu'il ne serait pas condamné à mort. Mais l'État de Floride a dit non. Ted, one of the things that came up in your efforts to assist the local investigators into resolving some of the homicides, in a couple of the cases, and I'm not sure how many, but you opted to sever the heads from the victims. And how many were there, do you recall, of 30? Oh, well, perhaps half a dozen. It's something that usually accompanied a high degree of arousal. In almost maybe a frenzy kind of state. Was this a sexual arousal? Yes, it was something that it was maybe accompanied a high degree of, it involved a high degree of intoxication and a lot of anger and frustration, perhaps building up around a lot of other things in the weeks preceding that murder. It was almost, outside of those couple of occasions, I was sort of frenzied, lashing out. It was more an attempt to transport, conceal the remains. Well, like I said, we're so close, Bill, to being able to talk about everything. And I can, I know what you're talking about. It's a good question. This is a kind of mega case. Let me just ask you off the record here, what Let's stop the tape first. Yeah. Ce programme, dans son ensemble, s'appelle le Centre national pour l'analyse des crimes violents. Tom Harris, l'auteur du Silence des agneaux, a discuté avec plusieurs d'entre nous avant de développer ce personnage bizarre. En tout cas, le grand public le considérera comme bizarre et pensera que quelqu'un comme ça ne peut pas exister. Mais ici, au National Center, nous savons qu'il existe. C'est un mélange de plusieurs serial killers. Ted Bundy se mettait un plâtre autour d'un bras, puis, quand la victime souhaitée arrivait, il se faisait aider, puis il l'assommait, il la menottait, puis l'enlevait. Quant à la scène dans le puits, elle rappelle l'affaire Gary Heidnik à Philadelphie. Patterns of behavior
On aimerait beaucoup pouvoir étudier différents types de comportements alors qu'ils sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire chez des sujets encore jeunes. On aimerait avoir la possibilité d'examiner des délinquants juvéniles pour essayer de repérer ceux qui deviendront des criminels violents. Au cours de mon travail sur les sciences comportementales au FBI, j'ai eu la possibilité de mener personnellement des entretiens avec un certain nombre de meurtrières. Aileen Wuornos était différente des autres tueuses en série avec qui j'ai pu discuter. Son histoire est vraiment tragique. Elle a été prostituée très jeune par sa propre mère. Elle a été victime d'abus sexuels de la part de membres de sa famille. Aileen a grandi avec un énorme sentiment de haine envers les hommes, parce qu'il l'avait toujours traitée comme un objet, comme un jouet. Elle racolait près des aires de repos pour routiers, car elle savait que c'est là que vont les hommes qui cherchent des prostituées. En général, elle leur laissait croire qu'ils allaient coucher avec elle, et quand ils baissaient leurs pantalons, elle sortait son arme et elle les assassinait, avec une joie immense. Elle discutait de choses très intimes avec eux. Elle les laissait se vanter de leurs prouesses sexuelles, raconter comment ils trompaient leurs femmes et leurs enfants. Ils présumaient qu'elle était juste une prostituée comme une autre, et qu'ils ne la reverraient jamais plus. Et là-dessus, ils ne se trompaient pas. Ils ne la revoyaient jamais plus. Elle faisait le nécessaire. Ted Bundy planifiait son coup longtemps à l'avance. Il espionnait ses victimes pendant des semaines avant de les tuer. Elle ne savait même pas que quelqu'un les surveillait. Aileen, elle, tuait des gens qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures. Pour les agents spéciaux, la barre est placée très haut. Les professeurs du BSU ont la lourde tâche de leur enseigner à utiliser la force, et même si nécessaire à tuer. Des hommes comme Clinton Van Zandt ou John Glover ont été amenés à le faire ou à donner l'ordre de le faire. Quand on prend la décision de tuer quelqu'un, on n'est pas dans la situation d'un policier qui se retrouve tout à coup face à une menace, qui dégaine son arme et qui tire. Dans notre cas, on a quelques minutes pour parler, pour discuter et pour réaliser pleinement qu'on va mettre à mort un être humain. Il délirait, il commençait à se plaindre. Où est l'équipe d'assaut? Où est le révérend Intel? Je vous avais dit de le faire venir. Il avait décroché, il était cinglé. J'ai appelé le siège du FBI et je leur ai dit: il n'y a plus moyen de négocier, on va continuer à essayer de parlementer, mais si on a la possibilité de l'abattre, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est baissé, il a appuyé le canon du pistolet contre le crâne de la mère et il lui a dit qu'il allait la tuer. L'hélicoptère a pris de l'altitude et un tout petit espace est apparu. Mais derrière la grille se trouvait l'agent du FBI et le policier d'Atlanta. Et quand il est passé, ils l'ont abattu. On a simplement dit au tireur d'élite: tu as le feu vert, tire. C'était un professionnel, il était entraîné, il était programmé pour faire ça. Il a tiré, il a tué un homme. Mais le type qu'il a tué ne représentait pas une menace pour lui. Donc je voulais qu'il comprenne bien pourquoi il avait dû donner la mort à cet être humain. Il a écouté attentivement tout ce que j'avais à lui dire. C'était un homme merveilleux.
très doux, pas du tout le genre macho. Et à la fin, il m'a dit, « Clint, vous êtes un bon négociateur. Je sais que s'il y avait eu un moyen de convaincre ce type de se rendre, vous y seriez arrivé. » Il a ajouté, « Je n'ai pas le sentiment d'avoir pris une vie, j'ai le sentiment d'en avoir sauvé deux. » Et je me suis dit, c'est vraiment une super façon de voir les choses. On n'a pas pris une vie, on en a sauvé deux. Parce que c'est ça notre boulot, sauver des vies. À Hogan's Alley, sur la base d'entraînement du FBI à Quantico, les professeurs du BSU enseignent aussi bien l'utilisation de la force que l'art de la négociation. Quand j'étais à Rochester, j'ai suivi une des premières formations du FBI sur les négociations en cas de prise d'otage. Et ça m'a vraiment ouvert des horizons. Il y a une chose que j'avais apprise au Vietnam et dont j'ai eu la confirmation au FBI, c'est qu'à la fin, c'est toujours les autorités qui gagnent. On peut envoyer un flic, 10 flics, 100 flics, on peut faire venir l'armée, on peut envoyer des bombardiers s'il le faut, on finit toujours par rassembler les forces nécessaires. On finit toujours par avoir un marteau assez gros pour écrabouiller le clou que représente un criminel. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que le devoir d'un agent du FBI, ce n'est pas d'utiliser son cerveau avant d'utiliser ses muscles et son flingue? Est-ce qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire? Et pour moi, la réponse, c'est la négociation. En avril 1993, Waco, au Texas, est le théâtre d'un duel désastreux entre ces deux écoles de pensée. J'étais chez moi. Je passais un dimanche tranquille en famille avec ma femme et mes enfants. Ce jour-là, j'avais prévu de rester à la maison pour me détendre avant de retourner au boulot à Quantico le lundi matin. Soudain, il y a un flash spécial à la télévision à propos d'une fusillade à Waco, au Texas, au cours de laquelle des agents fédéraux avaient été tués. Bien sûr, ça a immédiatement attiré mon attention. J'ai vu ces images très spectaculaires d'agents qui tiraient, qui tombaient des toits, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waco est un moment sombre de l'histoire du FBI et des forces de l'ordre américaines. C'était un domaine de plusieurs dizaines d'hectares où s'était retranché une sorte de groupe convaincu que l'apocalypse était imminente. Le groupe était connu sous le nom des Davidiens. C'était une secte dont les croyances se démarquaient des croyances religieuses classiques, pour autant que ce terme ait un sens aux États-Unis. Depuis sa création, la secte s'était scindée 2 ou 3 fois, et à la tête de la petite centaine de personnes qui nous occupaient se trouvait un certain David Koresh. Il avait séparé les maris et les femmes du groupe. Il avait interdit aux maris d'avoir des relations sexuelles avec leur épouse, parce que pour appartenir aux Davidiens, il fallait être pur. Le seul qui a le droit de coucher avec vos épouses, c'est moi, David Koresh. Le seul qui a le droit de coucher avec vos enfants, c'est moi, David Koresh. Donc il s'était constitué son harem. Il existe une agence fédérale appelée l'ATF, chargée de la répression des fraudes concernant l'alcool, le tabac et les armes à feu. Ils avaient été informés que les Davidiens étaient en possession de mitraillettes, de fusils automatiques et d'explosifs, et ce, en violation des lois fédérales. L'ATF a décidé de faire une descente, d'organiser un assaut et d'arrêter tous les Davidiens et de saisir toutes les armes illégales. Et je crois qu'en faisant ça, ils voulaient montrer à l'opinion publique américaine de quoi l'ATF était capable. Ils se sont pris une raclée et on a demandé au FBI d'essayer de réparer les dégâts. Mais le train avait déjà déraillé. Il n'y avait plus rien que nous puissions faire. Il y avait des désaccords au sein même du FBI sur la tactique à adopter. L'agent spécial aux commandes à l'époque était partisan d'une ligne dure. Il voulait être très ferme avec eux. Il voulait leur mettre la pression. Il avait le sentiment que si on les maintenait sous pression sur le plan tactique, on finirait par les forcer à sortir. En fait, il avait une attitude extrêmement condescendante envers les négociateurs. Il pensait que c'était une approche qui était molle, faible et inefficace. Il préférait la manière forte. Un des types avec qui on négociait le plus, c'était Steven Schneider, le lieutenant de Koresh, le numéro 2 de la secte.
On discutait avec Schneider et on lui disait « Écoute, t'es dans une situation où tu peux pas coucher avec ta femme. Mais Koresh, lui, il peut faire ce qu'il veut avec elle. Koresh couche avec ta femme, mais il t'interdit de le faire. On n'est pas des spécialistes de la Bible, mais ça dit pas quelque part que l'adultère, c'est mal? Il y a eu une fusillade, il y a des morts dans votre enceinte, il y a des agents fédéraux morts à l'extérieur. Un type couche avec ta femme, mais toi, t'as même pas le droit de la toucher. Tu crois pas que tu ferais mieux de prendre ta femme et ton gosse et de te barrer? On était à ça de le convaincre de sortir. Pendant que les négociateurs tentaient de convaincre les Davidiens de se rendre, l'équipe tactique continuait son offensive. Ils envoyaient des bulldozers écraser les voitures des Davidiens. Si des Davidiens mettaient le nez hors de la maison, ils leur balançaient des grenades aveuglantes pour les effrayer et les forcer à rentrer. Toute la nuit, ils balançaient de la musique à tue-tête pour empêcher les Davidiens de dormir et pour les faire craquer par manque de sommeil. Donc, toutes les tentatives des négociateurs étaient en quelque sorte annihilées par ce que faisait l'équipe tactique. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire ce qu'ils faisaient. Si les Davidiens avaient capitulé et s'ils s'étaient rendus, on aurait tous été ravis. Mais on avait affaire à un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui avaient juré allégeance à David Koresh. Finalement, comme chacun s'en souvient probablement, ils ont décidé de tout régler par la force en balançant des gaz lacrymogènes. Et là encore, le jour n'était probablement pas très bien choisi pour faire ça, parce qu'il y avait énormément de vent. On était en plein milieu de la prairie, cette immense plaine au cœur du Texas, et quand le vent se met à souffler, il ne souffle pas à moitié. Et avec le vent, les gaz lacrymaux qu'ils ont envoyés dans le bâtiment sont tout de suite ressortis de l'autre côté. On a essayé d'utiliser un haut-parleur pour dire aux Davidiens de se rendre. Et ils ont jeté le téléphone dehors. Ils refusaient de nous parler. Et puis, à 3 endroits différents de l'immense bâtisse, on a entendu des Davidiens demander « Il faut mettre le feu ?» Est-ce que David a dit qu'on devait mettre le feu? Pour éviter que le groupe soit capturé, Koresh avait ordonné un suicide collectif. Koresh avait prophétisé que le gouvernement viendrait et commencerait une guerre, et que ce serait le début de l'Armageddon. Donc en fait, on validait sa prophétie. Ses prêches parlaient des chariots de feu de la Bible. Regardez par la fenêtre tous ces véhicules militaires, il disait. Ça, c'est les chariots de feu. Les derniers jours du monde sont là. Ce sont les derniers jours du monde. C'est la fin des temps. Si vous partez, vous serez condamné à la damnation éternelle. Mais si vous restez à mes côtés, alors vous aurez le salut éternel. Franchement, nos négociateurs sont plutôt bons, mais ils ne peuvent pas vous garantir le salut éternel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur la table. Les pizzas, on sait faire. Les hamburgers, on sait faire. Mais le salut éternel ou la damnation éternelle, ça, c'est pas notre rayon. J'ai vu les bâtiments s'embraser et s'écrouler sous les flammes. 85 personnes ont péri, des hommes, des femmes, des enfants. Certains s'étaient tiré une balle dans la tête, les enfants étaient morts asphyxiés par la fumée. Ils étaient tous morts. C'est probablement le pire moment de ma carrière d'agent du FBI, parce que tout ce que j'avais tenté a échoué. 85 personnes étaient mortes parce que nous avions échoué. Nous n'avons pas été capables de trouver un moyen de résoudre ce conflit sans avoir recours à la violence. La tragédie de Waco illustre tout le danger d'une société ancrée dans la violence et armée jusqu'aux dents. En centralisant et étudiant toutes les statistiques, le FBI et le BSU ont une vision globale de ce phénomène. Aux États-Unis, il y a environ 20 000 homicides par an, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Au niveau national, le taux d'élucidation de ces homicides se situe quelque part autour des 60%. Dans la pratique, il est probablement un peu en dessous. Dans certaines juridictions, c'est peut-être à peine la moitié. Il y a eu 16 000 meurtres cette année et on en a élucidé 62%. Mais avec l'augmentation de la tranche d'âge des 16-24 ans dans la population générale au cours des 6 ou 7 ans à venir, on peut s'attendre à franchir de nouveau le seuil des 20 000 meurtres par an. Lorsque des soldats sont démobilisés après un conflit armé, il y a toujours une poussée de crimes violents.
La plupart du temps, ce sont des crimes domestiques, parce que les vétérans ont des problèmes de réadaptation. Dans 7 ans, lorsque la population augmentera, que nos troupes rentreront au pays et que les récidivistes sortiront de prison, alors on aura de sérieux problèmes. Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it? I heard a strange noise. What was it? It was screaming. Some kind of screaming, like a child's voice. What did you do? I went downstairs, outside. I crept up into the barn. I was so scared to look inside, but I had to. What did you see, Clarice? What did you see? Lambs. They were screaming. They were slaughtering the spring lambs? They were screaming.